Bonsoir à tous, bienvenue sur le compte Instagram de l'association Caméléon. Nous sommes en direct. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en replay également. Ce soir, nouveau live avec mon invitée Noémie de Saint-Cernin, qui est coach en développement personnel, en parentalité. Elle est auteure, conférencière et elle va nous éclairer sur les conflits entre les parents et les enfants à propos des écrans. Voilà, la gestion des écrans dans un moment où la présence des enfants sur les écrans se multiplie, exacerbée peut-être par les deux confinements qu'on vit, que l'on a pu vivre, eh bien forcément que cela génère des conflits, de la colère. Et donc avec Noémie de Saint-Cernin, on va essayer de résoudre tout ça, de répondre à tout ça et de répondre à toutes les questions des personnes qui sont présentes en direct. Voilà. Je vais attendre que mon invité arrive, que les premières personnes se connectent. Ça prend toujours quelques petites minutes. Restez là si vous êtes connectés. Bonjour à tous. J'en profite pour vous dire, pour vous faire passer une petite information. On a le plaisir, Caméléon a le grand plaisir de participer au jeu télévisé Boyarland. Ce sera le dimanche 27 décembre sur France Télévisions. Il y aura notamment dans notre équipe Lou Denis et Lyon de Scène de ménage et Virginie Guillaume, animatrice de télévision. Voilà. Donc on est très heureux de cette participation. Donc soutenez tous Caméléon le 27 décembre sur France Télé. Voilà. Je vais attendre Noémie de Saint-Cernin qui devrait pas tarder. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Il est tout juste 20h30. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Notre direct va commencer dans quelques minutes. On attend Noémie de Saint-Cernin et que tout le monde puisse se connecter. Sinon, vous dire également que nous sommes dans les derniers jours de notre campagne de sensibilisation contre les violences faites aux enfants. Nous avons lancé une grande campagne pour sensibiliser, pour financer également nos actions, nos interventions dans les écoles, puisque l'association Caméléon fait de la sensibilisation, de la prévention auprès des enfants dans les écoles. Et donc, si vous souhaitez nous aider, faire un don, il vous reste encore quelques jours pour participer à cette campagne. Toutes les informations sont dans notre biographie en description. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous rejoignent. Alors, Noémie de Saint-Cernin a quelques petites difficultés pour se connecter. Elle m'a envoyé un mail, mais elle arrive tout de suite.
Et voilà, Noémie est arrivée. Hop, je vais mettre mes écouteurs. Ça devrait fonctionner. J'en ai. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Écoutez, je suis très heureux que vous ayez accepté notre invitation. On est quelques-uns déjà à être connectés. Certainement, d'autres vont nous rejoindre. C'est un live qui est dédié à l'aide à la parentalité. C'est une de vos casquettes. Vous êtes coach en développement personnel et en parentalité. Et notre idée, c'était de vous inviter pour voir avec vous comment est-ce qu'on peut mieux gérer les conflits entre les parents et les enfants au sujet des écrans. C'est un vaste sujet, les écrans. Et puis, on a eu quand même deux confinements où les enfants étaient de plus en plus sur les écrans. Et c'est vrai que nous, en tant qu'association qui cherche à mieux protéger les enfants des violences sexuelles, de la cyberpédocriminalité, c'est un vrai fléau. Et donc, ça nous intéresse d'autant plus aussi d'avoir votre point de vue sur tout ça. Voilà. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas donc à poser toutes vos questions à Noémie durant notre échange. On va commencer peut-être avec quelques questions. Alors déjà, peut-être une question toute simple, mais qu'est-ce qui vous a poussé à accepter notre invitation quand on nous a proposé de faire ce live avec nous? Alors, je trouve qu'on a des actions synergiques, c'est-à-dire que vous et moi, on œuvre pour le bien-être des enfants, euh, chacun de manière très différente. Et donc, ce qui m'a séduit c'est de partager ça ailleurs que ce que je fais d'habitude, de pouvoir apporter mon expertise à ces personnes, voilà, qui se posent sans doute des questions par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de conflits autour des écrans. Il n'y en a pas que là, mais il y en a beaucoup autour des écrans. Hmm. Ça peut être assez violent. Voilà pourquoi j'ai accepté de faire ce live ce soir. Alors justement, vous dites que vous êtes coach en développement personnel et en parentalité. Comment est-ce que vous voyez votre rôle de coach? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui entre dans peut-être l'intimité du foyer, voir quelles sont les difficultés et aider au mieux les parents, c'est ça? Alors, oui, ce que j'aime bien dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de parentalité positive. J'ai rien contre elle et il y a des outils merveilleux, mais je la trouve très culpabilisante pour les parents, justement, parce que c'est très tourné vers l'enfant. Et tous les enfants et tous les parents sont différents. Et quand on se met en colère, c'est pas parce qu'on sait pas faire, c'est parce qu'il y a plein d'autres choses qui font qu'on est débordé par ses enfants. Il y a bien sûr sa fatigue, son stress, et le quotidien, mais il y a aussi le fait que ça réveille des choses en nous. Et donc, mon rôle à moi, c'est plutôt d'abord de rassurer les parents, de ne jamais les juger, et de faire un rôle d'éducation. Moi, je pense qu'au lieu de juger les parents, au lieu de même les mettre en prison quand ils font pas bien, parce que certains vont peut-être un peu loin, peut-être qu'on peut les accompagner autrement et justement en faisant plutôt du préventif. En les éduquant, en leur expliquant ce qui se passe, ce qui se joue en eux et comment on peut se sortir de cette colère quand elle est trop forte. Hmm. Est-ce que c'est propre à notre époque où le développement personnel est partout pour les parents de ne pas se sentir à la hauteur finalement, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur? Alors oui, c'est propre, c'est plus fort à notre époque parce que les rapports ont changé, pas dans le même monde que celui dans lequel vivaient nos parents. Moi, je me souviens que je prenais pas mes repas à table avec mes parents, on nous impliquait pas dans certaines décisions. Aujourd'hui, on veut être proche de nos enfants et c'est génial. Hmm. On est beaucoup plus proche d'eux, on les implique davantage dans la vie de famille, mais du coup aussi, étant plus proche de nous, ils osent, j'ai envie de dire, parce qu'ils n'ont pas peur de nous. Et les générations précédentes, moi je me souviens que j'avais fortement peur de mes parents, et les générations d'aujourd'hui, elles n'ont pas peur du tout, donc elles osent, elles se sentent plus sur un pied d'égalité. Pourquoi? Parce qu'on les traite différemment. Et puis, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est différent. Quand j'étais petite, il y avait très peu de femmes qui travaillaient.
Il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y a aussi les divorces aussi. Il n'y en avait pas beaucoup. Moi, à l'époque, quand j'étais à l'école, voilà, c'était l'exception. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a toutes les familles recomposées. On vit dans un monde aussi où tout va à 1000 à l'heure. Oui, beaucoup de choses ont changé dans la manière dont on éduque nos enfants, mais également dans la façon de vivre. Et alors, est-ce qu'une éducation, est-ce qu'une parentalité responsable, c'est une parentalité qui remet d'abord l'autorité au centre de l'éducation des enfants? Alors, une parentalité responsable, c'est une parentalité dans laquelle le parent prend la responsabilité Hmm. de l'éducation qu'il doit donner, mais aussi de ce qu'il transmet, de ce domaine qu'il pas à son enfant, et de ses émotions. Voilà. Et donc, prenant la responsabilité, ça ne veut pas dire se sentir coupable, hein, être responsable, c'est pas se sentir coupable, au contraire, c'est vraiment se dire, ok, j'ai cette responsabilité, c'est pas facile, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Parce qu'en tant que parent, on est là pour ça, quoi. Alors merci à tous ceux qui nous rejoignent. On est ce soir sur un sujet fort, c'est comment est-ce qu'on gère les conflits entre les parents et les enfants par rapport aux écrans. C'est une vaste question. Et donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Noémie de Saint-Cernin est là aussi pour y répondre. Et c'est bien l'objet de ce live. Euh, Comment est-ce que vous voyez le problème des écrans? Par quel endroit est-ce que vous l'abordez? Est-ce que c'est tellement complexe, vous pourrez le prendre par plein de directions différentes. Quelle est votre porte d'entrée à vous? Alors, on peut le prendre par plein de directions. Moi, d'abord, bah, peut-être qu'on peut commencer par la base. Pourquoi c'est un problème déjà les écrans? Hmm. Voilà, se poser, se questionner par rapport à. C'est les parents se rendent bien compte, hein, ils luttent avec leurs enfants pour les limiter. En même temps, c'est souvent eux, parents, encore une fois, on va reprendre la responsabilité de ce qu'on fait, et ce sont souvent les parents qui ont mis entre les mains des enfants des écrans. Et malheureusement, on commence trop tôt. On dit qu'on ne devrait pas mettre d'écran entre les mains avant l'âge de 3 ans. Et c'est vrai que c'est bien pratique, il ne s'agit pas de se culpabiliser. Et c'est vrai que c'est super pratique. On est dans une file ou dans une salle d'attente ou à l'aéroport ou dans la voiture et c'est long. C'est vrai que les trajets avec l'écran vont être plus simples à gérer pour les parents que sans écran. Donc, il ne faut pas non plus diaboliser les écrans, mais moi, je pense qu'il faut prendre conscience que ça crée de l'addiction. Et, Hmm. pardon, certains parents s'en rendent compte, les enfants, plus ils grandissent et plus ils vont être addicts, parce que c'est une dépendance, hein, donc c'est comme la cigarette. Au début, on peut s'arrêter quand on veut. L'alcool, c'est pareil. La drogue, c'est un peu moins vrai, en tout cas, dans laquelle. Mais au début, voilà, on se sent fort par rapport à ça, qu'il n'y a pas d'addiction. Et puis, elle va s'installer insidieusement, progressivement, jusqu'à ce que ça devienne une vraie addiction. Et on voit certains enfants être très, très violents quand on veut reprendre l'écran. Mais c'est comme si on cherchait à enlever son verre à un alcoolique qui est en manque ou à un fumeur qui a envie de fumer. Voilà. Donc, Hmm. on obtient exactement les mêmes résultats. Et ça, est-ce que les parents en ont conscience, d'après votre expérience, de ce caractère addictif des écrans? Non, parce que eux-mêmes sont souvent En addiction. déjà, il y a beaucoup Hmm. d'adultes hein, aujourd'hui, des choses qu'on ne voyait pas avant. On voit des messieurs qui sont plus des petits jeunes hommes qui ont des consoles de jeux et qui jouent à des jeux Hmm. vidéo parfois tard le soir alors qu'ils ont une famille, un travail. Enfin, on ne voyait pas ça avant. On jouait à des jeux vidéo quand on était jeune, en tout cas jusqu'à étudiant, voilà. Puis quand on rentrait Hmm. dans la vie active, c'était quasiment fini. Allez, on se faisait une petite partie de temps en temps. Pas. Et puis là, aujourd'hui, on voit des personnes à 40, 45 ans, plus jeunes aussi, hein, mais qui continuent, voilà, parce qu'il y a une véritable addiction. Hein. Hmm. Et puis en plus, les enfants se construisent par mimétisme par rapport à leurs parents. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier, euh, comment est-ce qu'on peut interdire quelque chose à un enfant que l'on fait soi-même finalement? Alors, on interdit bien aux enfants de boire de la et on va boire, nous. Donc, quand même pas. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Maintenant, il y a deux choses selon moi. Effectivement, quand on passe son temps sur son écran, à scroller son fil Facebook, à voilà, être passif, en étant passif en plus. Par exemple, quand on me regarde là ce soir, c'est pas passif. On apprend Hmm. des choses, on se nourrit, on peut poser des questions, on peut interagir. Moi,
trucs-là qu'on laisse. D'ailleurs, soi-même, on est conscient. Moi, je suis pas du tout addict à ça et je refuse même de rentrer trop là-dedans parce que effectivement, on va vite se prendre au jeu. Et puis, on va voir le temps passer parce que c'est ça aussi que font les écrans. Ça isole complètement la personne, déjà, premièrement, Hmm. isolée. Et deuxièmement, elle perd la notion du temps complètement. Et on le voit, nous, Hmm. en tant qu'adultes, que ce soit des séries télé, que ce soit tout ce qui n'a pas de fin comme ça, qui peut continuer et qui peut ne plus s'arrêter, euh, c'est affreux. Donc oui, on est un adulte, donc évidemment, on a besoin d'un téléphone pour plein de choses. Parfois même pour travailler, ça peut être un outil professionnel. Moi, je sais que je suis très souvent sur mon ordinateur, par exemple, c'est un outil, donc je peux pas Hmm. m'arrêter parce que donc j'y passe vraiment beaucoup de temps. Mais ça a une vertu professionnelle et puis je ne suis pas passive. Voilà, j'écris, Hmm. euh, bref, je fais des tâches. Maintenant, quand on dit écran, voilà, c'est plutôt ces trucs-là, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les séries télé. Et c'est vrai qu'il faut montrer quand même l'exemple en tant que parent, parce que c'est Hmm. quand même dire à son ado ou à son enfant, tu es tout le temps sur les écrans et faire la même chose, ben, on n'est pas très crédible en fin de compte. Euh, Hmm. Après, voilà, on verra après le comment, mais il y a déjà ça, prendre conscience qu'on est effectivement, je suis d'accord, quand même un peu un modèle pour les enfants. Et leur expliquer pourquoi aussi c'est mauvais pour eux. Il faut savoir plus ils sont jeunes et plus c'est mauvais aussi. C'est un petit peu comme si on donnait de l'alcool à un bébé, quoi. Voilà, son organisme n'est pas constitué comme le nôtre. Eh bien, les écrans chez les jeunes enfants qui sont en phase d'apprentissage, eh bien, ça va créer des problèmes cognitifs. Hmm. Alors, il y a les phénomènes d'addiction, il y a les problèmes cognitifs qui sont causés, et puis il y a aussi, si je me trompe pas, un mécanisme peut-être de fuite, de repli de la réalité, du monde extérieur. Et ça, c'est un phénomène qui explose un peu partout. Alors il y a des dérives qui sont jusqu'à ces adolescents qui s'enferment dans leur chambre toute la journée. Je me souviens plus exactement comment ça s'appelle, Ikimotori. Ça a commencé au Japon, je crois. Et puis, bah, il y a tous les petits replis du monde dans une période peut-être l'enfance, mais après l'adolescence, qui est une période difficile où on se frotte, on se confronte avec la réalité. Alors, dans quelle mesure est-ce que ce problème de fuite vous paraît important dans la relation avec les parents et comment surtout est-ce que les parents peuvent y faire face? Comment est-ce qu'ils peuvent apporter une réponse à leurs enfants, voir la souffrance qui peut être la leur? Mais justement, avant qu'elle arrive, avant d'en arriver là, il y a des signes avant-coureurs, comme pour tout. Hmm. Avant que l'enfant s'enferme complètement dans sa chambre, il va commencer par le faire un peu, et puis un peu plus, et encore plus. Donc, il y a quand même, on a en tant que parents une responsabilité par rapport à ce qu'on sert à nos enfants. C'est-à-dire que si on leur donne tous les jours, je sais pas, du coca et des gâteaux au dîner, forcément, ils ne seront pas en bonne santé. Et ben, les écrans, c'est pareil, il faut doser. Alors, on ne peut pas les priver d'un outil qui fait partie de leur génération. Ça, c'est peu d'être. On ne pourrait pas dire ah non, pas d'écran du tout. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu. On est fatigué en tant que parent, on rentre du travail, on a déjà cumulé les transports, le machin. On ne se rend même pas compte, on commence à faire le repas et on ne voit pas que l'enfant il est en train de faire autre chose. C'est pour ça qu'il faut être strict et ça dès le début. Hmm. Ne pas se dire, déjà être vigilant sur ce que consomme l'enfant sur ses écrans. Par exemple, voilà, il y a des choses, on parlait de cybercriminalité ou Hmm. euh, bah, déjà, on sait qu'il y a voilà, les réseaux sociaux. Quand on est petit, déjà, il faut alerter. Moi, j'ai prévenu mes enfants que ça existait. Voilà, je les ai mis en garde. Je leur ai interdit d'accepter des gens quand on ne savait pas qui c'était, par exemple. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est des enfants. Vraiment, véritablement, Hmm. ce sont des enfants. Et je me souviens de ma fille aînée, alors à l'époque, elle a 27 ans aujourd'hui, hein, donc à l'époque, il y avait Messenger qui commençait, elle devait avoir une dizaine d'années quand ça a commencé. Et je me souviens d'un jour, alors là, on faisait la découverte des écrans, puis elle n'était pas tellement dessus, mais elle commençait à envoyer des petits mots à ses copines. Et un jour, elle me dit, ah, tu sais, c'est drôle, j'ai un ami, c'est un monsieur, il a 35 ans. Je me souviens, elle est tombée, les bras m'en sont tombés, et je me suis dit mince. Et donc je lui ai parlé en lui disant non mais il n'y a aucun adulte qui pourrait se faire ami avec une petite fille de 10 ans.
Donc, tout de suite, j'ai pris les choses en main. C'est là où je me dis, voilà, tu n'acceptes pas qu'un tel ou un tel rentre. Je sais que Instagram, par exemple, on est sur Instagram, mais mes filles n'y sont pas. Elles ont pourtant bientôt 13 et bientôt 14 ans, là, parce qu'on est en fin d'année toutes les deux. En fin et début d'année toutes les deux. Elles vont avoir 13 et 14 ans. Et Instagram, je sais que c'est aujourd'hui un des gros réseaux de pédophilie. Je refuse qu'elles aillent sur ce réseau pour ça, mais pas que pour ça. Je trouve aussi que on est trop à regarder un petit peu des corps parfaits, Hmm. des visages parfaits, et donc on a cette tendance à vouloir s'identifier. J'ai commencé à voir mes filles se prendre en photo en faisant des mous, et donc on a eu des discussions par rapport à ça. C'est pas la réalité, ces personnes-là sont très maquillées. Ou Hmm. tu penses toi de cette posture? Qu'est-ce que tu en penses toi? Voilà, cette jeune fille, elle a 16 ans et je leur ai montré, par exemple, quand un garçon faisait de la promo pour des chaussures, eh ben, il montrait ses fausses chaussures posées sur un balcon et les filles, elles, la photo est prise de l'autre côté, elles sont assises, les jambes écartées et pour montrer leurs chaussures. Et donc, Hmm. je ne peux pas juger ce qui se passe, mais je veux juste informer et dire à mes enfants, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et de dire ce que moi j'en pense. Est-ce que, en fait, la clé, ce serait pas le dialogue avec les enfants par rapport à ce qu'ils font sur leurs écrans? Nous, ce que l'on conseille lorsqu'on fait de la prévention auprès des parents, c'est dialoguer avec vos enfants de ce qu'ils font sur les écrans. C'est important que vous sachiez ce qu'ils consultent, ce qu'ils font et que vous informiez, que vous teniez à la page. On a parlé d'Instagram, mais il y a aussi TikTok plus bas récemment. On est passé à un stade au-dessus puisque de la photo, on est passé à la vidéo. Absolument. Et puis TikTok, c'est le réseau social des moins de 15, des moins de 18. Devant, ouais, c'est ça. C'est vraiment le réseau social. Mes filles y sont. Elles ont Hmm. accepté autre chose qu'une copine, Hmm. qu'elles connaissent, parce que c'est très difficile de dire non à TikTok. C'est plus facile Hmm. à leur âge que TikTok, où là, c'est vraiment pas possible, quoi. Enfin, tout le monde y est, quoi. Tout le monde dans leur monde. Tout le monde y est. Et donc, oui, il faut dialoguer, effectivement. C'est la prévention sera toujours la meilleure chose. Et souvent, quand on donne l'écran à l'enfant, on pense parfois à lui donner une limite de durée, mais on ne pense pas toujours à regarder ce qu'il regarde. Et moi, pour ça, j'ai un truc tout bête, hein, il existe des tas d'applications. Moi, j'ai Kidlox, voilà, pour ne citer que celle-là. C'est pas très cher, mais ça permet plusieurs choses. La première, c'est de décider les plages horaires pendant lesquelles l'enfant ne peut pas accéder à son téléphone. Chez moi, Hmm. la nuit, si jamais il leur viendrait l'idée d'avoir le téléphone, bah, le soir, elles ne peuvent plus. C'est terminé. À partir de telle heure, c'est fini. Le matin aussi, parce que je ne veux pas qu'elles se lèvent en allant sur le téléphone jusqu'à 10 heures. Et à 10 heures, elles sont à l'école, donc c'est trop tard. Voilà, elles ne peuvent pas. Et puis après, ça permet de limiter. Ça s'arrête instantanément quand le temps d'écran est consommé. Et puis, ça permet de l'activer certains sites, de mettre un contrôle parental. Ça permet d'interdire, bah, comme Instagram par exemple, décider que certaines applications ne sont pas autorisées. Et puis, on peut aussi, si on veut, fliquer son enfant, c'est-à-dire vérifier qu'est-ce qu'il regarde. Alors moi, je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai pas d'alerte. Mais si j'en avais, c'est-à-dire si je voyais que ma fille se renferme sur elle-même, si je voyais des signes, eh bien, j'irais peut-être en premier aller regarder qu'est-ce qui s'est passé sur Hmm. téléphone. À quel moment est-ce qu'on bascule dans quelque chose de l'ordre de l'espionnage ou du contrôle excessif, ou des parents qui vont jusqu'à regarder les messages ou les textos de leurs enfants? Il y a aussi, enfin, ou de leurs adolescents qui ont un téléphone. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du droit à l'intimité pour un enfant qui est important pour se construire. Donc, à quel moment est-ce qu'on franchit la limite entre faire attention et puis trop contrôler? Oui, en fait, pour moi, la limite, elle est pourquoi je le contrôle là? Est-ce que Hmm. je contrôle pour le contrôler ou est-ce que vraiment je me rends compte que elle mange plus, elle dort pas bien, je la sens perdue, elle s'isole, elle veut s'habiller qu'en noir, je sais pas. Euh, Hmm. tout ça, quand on a des alertes, quand il y a quelque chose qui nous dit c'est pas normal, il y a un gros changement, elle ne travaille plus à l'école, c'est notre chute. Voilà, quand il y a vraiment quelque chose qui vient nous alerter. À ce moment-là, on le voit, on connaît bien nos enfants, on voit les transformations. C'est pour ça que c'est important.
Quand les parents vont dire ah, mais c'est nul ce que tu regardes. Moi, je dis jamais ça à mes enfants parce qu'ils vont plus me faire voir. Donc, je préfère partager avec eux Hmm. plutôt que de dire, parce que c'est vrai que c'est un truc débile. Je vois pas l'intérêt de regarder quelqu'un qui se maquille pendant une demi-heure pour ressembler à rien de ce que la personne est en réalité, parce que c'est du maquillage assez sophistiqué. Et donc, plutôt que de dire ah, c'est nul, qu'est-ce que tu trouves de bien à regarder ça, ma question, c'est plutôt de dire mais qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce truc-là? Qu'est-ce que tu aimes? Oh, j'adore, il y a des cœurs comme sur Facebook. Ouais. Et justement, ceux qui mettent des cœurs, n'hésitez pas aussi à y aller, à être actif et puis à poser toutes vos questions à Noémie de Saint-Sernin. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Les clés de la colère, manuel de survie pour parents au bord de la crise de nerfs. Alors, on fait comment, Noémie, quand les parents sont au bord de la crise de nerfs par rapport aux écrans? Alors, déjà, ça sert à rien de s'énerver, mais je pense que j'apprends rien à personne quand je dis que s'énerver, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est difficile de ne pas s'énerver. Mais quand on va s'énerver, le problème, c'est général, hein, c'est gérable. Quand on va s'énerver, le problème, c'est que sur quelqu'un, on le braque automatiquement. Il n'y a qu'à voir hein, au volant, on a fait une boulette ou pas d'ailleurs, et la personne est en colère. Si on se met en colère, c'est l'escalade. Alors que si on s'excuse ou qu'on dit oh là là, la personne redescend instantanément. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est d'éviter de rentrer dans un conflit. Ça ne sert à rien, l'enfant ne nous entendra pas. D'autant plus qu'il est sous addiction. Donc, il faut comprendre que pour lui, là, tout à coup, on lui a pris le truc le plus important, qui est pour nous inintéressant, certes, mais qui pour lui est très important. Il faut savoir aussi que les écrans, c'est une manière d'être en lien avec les autres et qu'à l'adolescence, on va surtout parler des adolescents, ça commence jeune, hein, dès qu'ils ont un téléphone, hein, c'est souvent au collège. Ils sont Ouais, ça peut être 10 ans en fait, c'est ça, hein. étudiants, oui, c'est très jeune. 10 ans. Mhm. Oui. Et même avant, souvent, ils consultent sur le téléphone des parents. Moi, j'ai vu des enfants plus jeunes qui allaient sur le téléphone où les parents ont installé une application pour les enfants sur le téléphone. Et donc, ils commencent très jeunes à aller sur TikTok ou ailleurs, hein. Et donc, c'est une manière pour eux d'être en lien avec le groupe. Et à l'adolescence, plus ils vont grandir et plus ça va être important. Donc, quand on les coupe de ça, c'est comme si on les privait de sortir ou de voir des gens. Mhm. Ils peuvent le vivre violemment. Maintenant, quand on ne veut pas s'énerver, la meilleure chose à faire, c'est toujours pareil, hein, c'est de discuter avec son adolescent ou son enfant, de dire, voilà, à ton avis, moi ce que je dis souvent à mes enfants quand elles ne sont pas contentes et qu'elles se révoltent, je dis, mais à ton avis, pourquoi vous n'avez qu'une heure d'écran par jour? Pourquoi? Pourquoi je... Et quand on pose cette question, elle paraît évidente, hein. Les enfants savent pourquoi on fait ça. Pourquoi je ne te donne pas d'alcool? Pourquoi je ne te laisse pas fumer de cigarettes? Pourquoi je ne veux pas que tu consommes certains produits? À ton avis, pourquoi je fais ça? Et donc, c'est important, votre enfant ne nous en voudra jamais d'être soucieux de son bien-être. Sauf que quand on lui dit je te prends ton écran parce que j'en ai marre, il ne voit plus. Il Mhm. le parent qui veut le commander, le diriger, etc. Quand ils sont tout petits aussi, il y a tellement de frustration que c'est très addictif, hein. Ça Mhm. énormément les enfants, mais pas toujours dans le bon sens, malheureusement. Et donc l'enfant, lui, il a envie d'en avoir encore. Regardez, quand on regarde une série, on veut savoir la suite. Hmm. Est-ce que le pire, c'est pas finalement, tu as fait une bêtise, tu seras puni, je te prive d'écran. Est-ce que c'est pas le pire d'une certaine manière parce on fait passer en fait quelque chose qui devrait être limité pour la santé comme une punition en fait. De toute façon, la punition, pour moi, ça n'a pas d'intérêt parce qu'encore une fois, l'enfant a bien conscience qu'on a une autorité par rapport à lui et qu'on a un pouvoir qu'il n'a pas. On n'est pas à égalité. C'est-à-dire que notre Hmm. enfant ne peut pas nous dire eh ben, tu sors pas ce soir. Hmm. Écoute, tu as cramé le dîner, tu sors pas ce soir. Non, il peut pas. Hmm. Donc, quand on le punit, il ne quoi il a oublié le pourquoi de la punition. Il ne retient qu'une chose, c'est OK, bah oui, tu as ce pouvoir sur moi et tu peux faire, voilà, tu as ce pouvoir-là. Alors, est-ce qu'il faut laisser la porte ouverte à tout? Parce que souvent, quand je dis ça, on me dit, mais je fais quoi alors? On ne punit plus. Hmm.
punir, mais c'est donner des conséquences. Je me souviens au début quand mes filles, pour donner un exemple qui sera concret pour les parents qui nous écoutent, quand mes filles au début m'ont dit, elles ont eu leur premier téléphone à Noël, l'année de collège, première année de sixième, un téléphone chacune. J'avais pas mis de limite parce que j'attendais, parce que si j'en mettais, elles comprenaient pas. J'ai voulu leur montrer que j'étais obligée de mettre une limite, sinon ça ne marcherait pas. Et pour pas qu'elles le voient justement comme une punition, une restriction, etc., je ne l'ai pas fait. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé la première journée, peut-être pas trop, mais quelques jours après, elles ont fini par passer trop de temps dessus. Donc, je les ai convoquées en disant, écoutez, ça va pas. Donc, elles passeraient qu'une heure. J'ai dit, OK. Je leur ai donné leur téléphone, mais j'étais obligée de courir après le téléphone. Et même quand j'appelais en disant, c'est bon, l'heure est passée, on me disait oui, oui, j'arrive. Et puis si j'oubliais, il pouvait se passer encore une demi-heure, une heure, peu importe. Donc je leur ai dit, je les ai convoqués, j'ai dit écoutez, je vois que c'est difficile pour vous d'arriver à gérer le temps. Donc j'ai décidé d'installer une application. Gérera le temps pour vous et voilà. Et donc ce n'est pas, puisque vous n'êtes pas capable et puisque je ne peux pas vous faire confiance et que vous passez votre temps, voilà, eh bien maintenant vous allez avoir un truc et ça va régler le problème. Et là, je le vis mal. Et dans l'autre cas, je me dis juste, ah bah oui, c'est vrai, j'ai prouvé à ma mère que de toute façon, je n'étais pas capable. Donc, je ne peux pas en vouloir. Alors, on a eu une question d'un parent qui nous dit comment est-ce que j'intéresse mes enfants à autre chose? Parce que moi, quand mon enfant il est sur les réseaux, et ben en fait, il a envie de faire rien d'autre que ça. Et ça, c'est vrai. C'est Et oui, quelque chose que l'on a tous constaté. Moi, je le constate avec mes frères et sœurs. C'est quelque chose, c'est tellement addictif et absorbant qu'en fait, ils ont envie de rien d'autre. c'est ça. Mais, Alors, on fait comment? eh ben, on fait comment? On leur impose. Et puis, Hmm. on faisait avant les écrans. C'est-à-dire que c'est sûr que si on leur donne l'écran toute la journée, ils vont passer toute la journée sur l'écran. Mais à un moment, on peut mettre aussi on peut rendre aussi l'écran conditionnel. C'est-à-dire qu'il faut aussi sortir s'aérer, il faut lire. Et puis quand on limite les écrans, ben, de toute façon, moi c'est ça ma solution. À partir du moment où j'ai limité le temps d'écran et où l'écran va s'arrêter, mes enfants vont trouver autre chose à faire. Et moi je vous assure que mes filles, elles font autre chose. Hmm. Je leur propose pas, elles trouvent à s'occuper autrement. Du coup, elles dessinent, elles lisent, elles font autre chose. Est-ce que la clé, c'est pas finalement de poser les règles de manière très claire dès le départ? C'est-à-dire que si on commence à autoriser quelque chose, on permet quelque chose, et qu'ensuite on reprend ce que l'on a autorisé, il y a quelque chose qui est incompréhensible finalement. Alors que si la règle elle est posée dès le début, je sais que j'ai le droit à 1 heure d'écran, l'enfant intériorise la contrainte peut-être. Exactement. Alors, ça ne veut pas dire que moi, mes filles me demandent pas de temps en temps un peu plus. Hmm. Voilà, ça ne veut pas dire que, de toute façon, si on regarde bien, les enfants passent leur temps, que ce soit avec les écrans ou autre chose, à négocier pour avoir plus. Et c'est OK. Et c'est bien qu'ils le fassent. On sera content quand ils seront adultes, qu'ils aillent négocier une augmentation, qu'ils n'acceptent pas de faire des heures à rallonge tout le temps et qu'ils sachent dire non. Donc c'est bien qu'ils aient ce trait de caractère. Maintenant, c'est nous les parents. Et quand mes filles me disent oui, les autres, ah oui, alors ils invoquent ça, les autres ont le droit de rester sur leur téléphone tout le temps. Les autres jouent à des jeux vidéo toute la journée. Je dis oui, peut-être, mais moi, mon rôle de maman, qu'est-ce que c'est? C'est de faire en sorte que votre bien-être soit au cœur de mes préoccupations. Et pour votre bien-être, j'estime que les écrans, et c'est pas moi qui le dis, je peux vous faire voir toutes les études publiées, les écrans sont nocifs pour la santé. Donc de la Hmm. manière que je vous nourris sainement, même si ça vous plaît pas, de la même manière que ça, même si ça vous plaît pas, bah oui, je fais comme ça. Et peut-être que j'ai pas raison, mais en tout cas, c'est ce que je pense être le mieux pour jouer ce rôle de mère parfaitement. Hmm. Alors il y a Inès qui nous dit il y a un paradoxe dans ce que vous dites Noémie, c'est que vous dites on ne doit pas punir les enfants, la punition c'est pas une solution, et pourtant vous dites la solution c'est de leur imposer une limite temporelle. Oui. Et donc cette personne Inès voilà un paradoxe dans votre discours. Alors est-ce que vous pouvez vous expliquer un petit peu sur ça? Punition, c'est quand on dit parce que c'est conditionné à quelque chose. Parce que tu n'as pas fait ça, tu n'auras pas ça. Ou parce que tu as fait ça, tu auras ça. Voilà, c'est à cause de ça que tu as ça. Quand on dit, voilà,
Les écrans, vous êtes d'accord, on ne peut pas les garder toute la journée, de la même manière qu'on n'autorise pas à un enfant de manger des bonbons toute la journée ou machin. Et c'est pas une punition de ne pas lui donner des bonbons, c'est juste être soucieux de son bien-être. Quand on dit à un enfant, voilà, les écrans sont dangereux, par rapport à l'âge que tu as, 1 heure tous les jours, alors, il y a déjà, moi, pourquoi c'est 1 heure tous les jours? D'abord parce que mes enfants rentrent de l'école et elles prennent leur goûter, elles font leurs devoirs, et il n'y a pas plus de temps finalement pour les écrans, sauf si on veut les laisser la nuit, ce qui n'est pas mon cas. Mais Hmm. c'est le maximum, et quand il y a trop de devoirs, parce que ça passe avant les écrans, moi, si elles n'ont pas fait leurs devoirs, il n'y a pas d'écran non plus. Mais ce n'est pas une punition, c'est des règles. La même Hmm. on se brosse les dents avant d'aller se coucher. Et c'est pas une punition de se brosser les dents. C'est juste des règles et des limites que l'on fixe. Il ne faut pas confondre une règle et une punition. C'est la règle, c'est comme ça. Quand on doit mettre sa ceinture dans la voiture, c'est pas une punition, c'est une règle. À Hmm. vivre comme une punition. Que notre enfant vive ça comme une punition, ça le regarde. Il peut le vivre comme il veut. Mais ce n'est pas une punition. Ce n'est pas la conséquence d'un mauvais comportement. Voilà. La Hmm. conséquence d'un mauvais comportement. C'est pour ça que je dis il y a des conséquences. Et c'est vrai que là, entre la conséquence et la punition, c'est très difficile. On ne voit pas, mais c'est pour ça que j'ai illustré tout à l'heure. Quand on dit à quelqu'un, puisque tu n'as pas fait ça, tu es puni, ça c'est une punition. C'est parce que tu n'as pas fait ça, ben je vais te donner une conséquence, un truc négatif quoi, à cause de ça. Alors que si on dit, écoute, je vois que tu n'arrives pas à gérer, et je suis très inquiète pour toi parce que je sais quelles sont les conséquences de trop d'écran sur ton développement psychique, sur ton bien-être, etc. Donc, ce que je te propose, d'abord, moi, je demande toujours, qu'est-ce que vous pensez qui serait bien? Moi, c'est mes filles qui ont décidé 1 heure et c'est 2 heures le week-end. Mais si Deux sur elles, le week-end. Hmm. en fait, je leur ai demandé, qu'est-ce qui vous paraît très bien? Ils m'ont dit, bah, 1 heure la semaine et 2 heures le week-end. J'ai dit, OK. Donc, du coup, elles ne reviennent plus jamais dessus, celles qui ont décidé. Hmm. Alors, elles reviennent quand même, les autres parfois en plus. Et donc, elles me disent, un tel, je dis oui, mais chacun fait ses règles dans sa maison. Alors, il y a Julie Family qui nous dit je cherche à rendre mes filles plus complices. Alors, je comprends pas trop la fin. Elles se disputent sans cesse, pas trop. Voilà, je comprends pas trop la fin. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la reformuler. Mais plus compl- euh, ce qui est vrai, c'est que les écrans, ça a tendance à isoler même les enfants d'une même famille, c'est-à-dire qu'ils jouent plus ensemble. Alors parfois, ils jouent ensemble aux jeux vidéo, mais ils jouent souvent avec des personnes à l'extérieur finalement, avec un tiers. Et donc ça peut créer aussi une distance dans la famille entre les parents et les enfants, mais aussi entre les frères et sœurs entre eux, non? Moi, j'ai vu des images, je me souviens d'une image là, qui avait tourné sur les réseaux où on voyait un groupe de jeunes dans un musée. Il y avait un énorme banc au milieu de la salle et ils étaient tous assis avec leurs écrans. Mais on voit ça au restaurant. Moi, je suis affligée de voir de jeunes couples être tous les deux sur leur écran, Hmm. puis ils se parlent même pas. C'est-à-dire que je me souviens de mon temps, on téléphonait à ses copines et c'était le truc. Alors, le fléau des parents, c'était de nous arracher du téléphone. Mais le téléphone, c'est de la communication. C'était plutôt qu'ils en avaient marre qu'on passait, je ne sais pas combien d'heures, c'était payant à l'époque, hein. Oui, c'est vrai. Hmm. Voilà, c'est ça. Il faut se souvenir. Et donc, c'était le truc, voilà, qu'on voulait pas qu'on fasse. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les enfants font ça avec les téléphones. Ça, ils peuvent passer des heures sur quelque chose. Et c'est affreux parce que ça les isole complètement. Ils se rendent même pas compte. Ils s'appellent plus avec leurs copains et tout. Ils ont un téléphone, mais ils ne s'en servent pas du tout. Enfin, on devrait changer le nom parce que c'est plus du tout fait pour les enfants. Quand je dis à mes enfants, je sais pas, j'en ai une qui me dit ah mince, ou elles sont absentes parce qu'elles sont malades pour les devoirs. Appelle ta copine. Non, elles vont envoyer des textos. Et il y a VG Reneuse qui nous dit en imposant un temps limite, on donne un cadre. Voilà, je crois que c'est ce que Noémie aussi disait. Il y a Julie qui nous demande que recommandez-vous comme temps d'écran pour les ados 15-16 ans. C'est vrai qu'on n'a pas. Alors vous, vous dites 1 heure, 1 heure la semaine et 2 heures le week-end. C'est valable jusqu'à quel âge, Noémie? Parce que quand notre ado a 16, voire 17, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il passe à une frontière d'âge. Oui, alors d'abord, c'est de le responsabiliser. Ça va être très important déjà de communiquer avec lui quand il va grandir, de dire OK. Il y a deux règles, moi, que je mettrai en place. La première, c'est tout le monde laisse son écran le soir.
déjà interdire les écrans dans la chambre le soir. Parce que quand Vanessa aura quitté Hugo avec sa bip bip à minuit, eh ben on aura envie d'aller en savoir plus. Voilà. Et donc, voilà, il ne faut pas mettre la tentation sous le nez, quoi. Un alcoolique qui est en train de se sevrer, on va pas l'enfermer dans un bar. Donc déjà, voilà, que les parents jouent le jeu aussi. On laisse les écrans, voilà, pas d'écran dans les chambres. Alors, on en fait quoi là d'ailleurs? On les éteint, on les met où? Ah, Euh, enfin, en bas. Chez moi, je suis en maison, donc on les laisse. ouais, Et on les laisse en bas, on les non, sort de la chambre absolument. Est-ce qu'on les éteint? voilà, moi je suis contre, quel que soit l'âge, et même pour les parents, hein, j'ai envie de dire, hein, mettre une télé dans la chambre, honnêtement, Aussi, ouais. ouais, je trouve que les écrans n'ont pas leur place dans une chambre, quel que soit l'écran. Donc déjà, donner l'exemple, là, c'est vraiment là où nous-mêmes, on laisse nos écrans. Aujourd'hui, on a oublié ce qu'était un réveil, hein. Ça coûte pas très cher et ça existe. On n'a pas besoin d'avoir un téléphone. Il faut savoir que même la nuit, ça envoie des ondes et que c'est pas bon, quoi. Donc déjà, se détacher, laisser les écrans ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'à 17 ans, on ne va pas empêcher. Maintenant, ça dépend aussi si l'adolescent vraiment fait plus ses devoirs, ne fait plus rien à cause de l'écran, c'est de dire, écoute, comment on peut faire? Parce que là, tu fais pas. Tu es trop sur tes jeux vidéo, trop. Et puis, c'est encore pire quand c'est des garçons, parce que les jeux vidéo, on le voit d'ailleurs, hein, sont plus des jeux de garçons, de filles. Les filles sont un peu moins attirées, on va dire, par les jeux vidéo, plus par les réseaux sociaux, on va dire, que par les jeux vidéo. Mais voilà, ça. Alors après, combien de temps? Moi, je dis que ça se discute avec les enfants. Vraiment, il faut les impliquer, les responsabiliser en disant, c'est pas possible, tu t'en rends compte, je peux pas te laisser. Donc, Hmm. soit je vais être obligée de prendre des décisions qui vont pas te plaire et de faire des restrictions fortes parce que je ne peux pas te laisser comme ça me fait mal. En tant que parent, j'ai mal parce que je sais que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Soit on trouve un consensus, quelque chose qui fait que, oui, il y a pas ton écran, mais tu passes pas tout ton temps. Voilà. Donc après, Est-ce que il y a l'ordinateur, le téléphone, la console de jeu. Donc plus ils grandissent et plus il y a d'écran. Hein. Est-ce que finalement, et je vais en revenir à un des risques forts quand même des écrans, c'est quand même tous les dangers du numérique et d'Internet, l'exposition à des images de manière précoce, le fait d'être en contact avec un tiers, avec une personne mal intentionnée. Je rappelle qu'il y a donc l'UNICEF a sorti l'année dernière un chiffre 750 000 prédateurs sexuels qui seraient en permanence connectés sur la toile. C'est pas pour faire peur aux parents, mais c'est quand même pour les alerter sur une réalité. Et je crois que c'est important qu'on passe ces messages-là de prévention ce soir. Est-ce que finalement, Noémie, on pourrait dire que laisser un écran dans la chambre de l'enfant, c'est finalement comme si on faisait rentrer un tiers dans l'intimité, parce que bah, la chambre, c'est un espace intime. C'est un espace qui est protégé. C'est la partie quand même de la maison qui est la plus intime. Donc en faisant ça, c'est comme si finalement on faisait rentrer quelqu'un dans sa chambre. Mais que ce soit dans sa chambre ou ailleurs, hein, à partir du moment où on a un écran. Alors moi, je ne suis pas contre le fait qu'on l'utilise dans la chambre la journée. Parce que les adolescents, c'est leur petit refuge, leur chambre. Donc c'est vrai que je ne vais pas imposer à mes enfants de rester dans la cuisine ou dans le salon quand elles ont leurs écrans. En revanche, il faut faire de la prévention. Hein. C'est important. Moi, très tôt, j'ai parlé à mes enfants. J'ai expliqué. On a souvent peur de leur faire peur quand on leur dit que Oui, c'est ça. Hmm. bon, déjà, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Alors, les enfants vont poser des questions. Mais cette personne, elle va te faire quoi? Elle va te faire des choses méchantes. Voilà, ce sont des personnes mal intentionnées, comme il peut en exister. Il n'y en a pas, voilà, il y en a pas partout. Il ne faut pas que tu aies peur, mais il faut que tu sois vigilant. Donc, il faut aussi les prévenir. Parce qu'un enfant, quand il a quand même confiance en nous. Il sait que ça existe. Il sait bien qu'on ne dit pas ça, juste, on ne l'interdit pas de voir ses copines, là, ou ses copains. On lui dit, voilà, il y a des gens, tu ne vas pas savoir qui c'est. Et si tu ne sais pas qui c'est, ne donne pas d'informations personnelles, déjà, premièrement. Je les ai alertés, moi aussi, sur le fait de se prendre en photo. Hein, les fameuses photos où, pour rigoler avec les copines, c'est des gamins, ils ne réfléchissent pas. Il faut savoir que jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est pour ça que même les ados, on dit, mais c'est pas, bon sang, c'est pas possible, quoi. C'est presque, on les voit comme des adultes,
Mais non, leur cerveau, c'est 25 ans, le cerveau rationnel, qui permet de se dire, non, mais si je fais ça, il va y avoir telle conséquence. Donc, en fait, Bon, bah, alors, j'ai réussi à passer, moi, la barre des 25 ans. Je suis content. mais c'est vrai que c'est pour ça qu'ils ont des conduites à risque, parce qu'ils ne rationalisent pas la Ils même ne manière. rationalisent pas, en fait, le danger. Hmm. Alors, plus à 16 ans qu'à 10 ans, mais quand même pas encore assez. Et donc, quand il y a une copine qui dit, bon, allez, on rigole, on prend nos fesses en photo ou je sais pas quoi, et oui, les enfants ne mesurent pas ce qui peut se passer. Donc, il faut les alerter, dire, Et puis, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la transgression dans tous ces gestes-là, Noémie. ah oui, et puis c'est voilà, c'est des trucs, on fait une bêtise, quoi, et puis on ne Hmm. voit pas que derrière, ça peut aller loin. Il y a quand même, si quelqu'un met en ligne cette photo, l'adolescent ou l'enfant après peut se retrouver, enfin, on a vu des suicides, hein, parce que c'est horrible. Et donc avant d'en arriver là, il faut vraiment informer les enfants, il ne faut pas avoir peur de leur dire ce qui se passe. Moi j'ai dit à mes filles, jamais, ne faites jamais ce genre de photos, parce que je vais vous expliquer ce qui peut se passer. Et même si c'est votre meilleur ami, même si vous avez confiance en cette personne, vous ne pouvez pas donner votre photo parce que ce que je leur ai dit, c'est qu'elle ne vous appartient plus. Et Hmm. véritablement, à partir du moment où on a posé une photo quelque part sur Internet, la photo ne nous appartient plus. Elle peut se retrouver n'importe où. N'importe où. Et on a vu des gens avoir leurs photos mises sur des sites pédophiles. C'était même pas des photos dans des petites tenues, mais genre on est à la plage et on fait une photo à la plage et c'est pas et on se retrouve sur des catalogues de pédophiles. Donc Hmm. alerter nos enfants. Et même nous en tant que parents, c'est vrai qu'on a des réseaux sociaux. Faut faire attention de l'exposition qu'on a de nos enfants. Parce Oui, alors ça que, c'est un ouais, combat sur lequel on est assez actif. Faites attention aux photos que vous prenez de vos enfants parce que pour vous c'est pour partager des moments joyeux de vie, etc. Mais ensuite vous savez pas où ces photos elles se retrouvent. Et ça c'est quand même très très important de le dire et de le signaler. on est fiers de nos enfants. Alors Hmm. parents, voilà, on les trouve tout mignons. Alors quand c'est des bébés, ça va parce qu'on les reconnaîtra pas. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas oublier. Moi, je me suis posé la question quand les réseaux ont commencé, me dire est-ce que je montre mes enfants ou pas quand on fait une photo. Et en fait, la réponse c'est non parce qu'en fait, mon enfant aujourd'hui il peut être d'accord, mais dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que ça lui aura plu que je partage des photos de lui? Hmm. Eh ben, c'est C'est un vol un peu de son intimité aussi, en quelque sorte, et de sa liberté de choix en tant qu'enfant qui n'est pas encore un adulte conscient, finalement. exactement, exactement. Et certains peuvent le vivre très très mal de se dire, bah, t'as mis des photos de moi comme ça, mais regarde, je suis pas bien, pourquoi t'as fait ça? Et donc, faut réfléchir. Et moi, quand j'ai une photo de famille à partager, je mets un émoticône sur la tête de mes enfants. Ouais, on voit beaucoup ça, les parents qui font ça. C'est C'est vrai que c'est assez encore un- efficace, on comprend tout de suite, au moins. Exactement. À moins d'avoir vraiment un compte très privé avec des amis très intimes, Mm. je trouve que bah, faisons des albums photos et feuilletons-les avec Mm. En famille. eux. Il Il y a Laurence Ligier, fondatrice de l'association, qui nous a fait un petit commentaire par rapport justement à ce que vous disiez et aux règles. Donc l'association Caméléon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une association de solidarité internationale hein, aux Philippines où on accueille des jeunes filles victimes de violences sexuelles qui vivent dans des grandes maisons où on cherche à leur redonner des couleurs, redonner des couleurs à leur vie. Et donc Laurence nous dit, aux Philippines aussi finalement, dans les maisons d'accueil, où nous avons 50 filles. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on vit en communauté avec les écrans, avec c'est aussi c'est encore tout un sujet. Et donc Laurence nous dit nous établissons des règles de vie avec elles. Elles sont à l'origine des propositions et acceptent aussi le règlement. C'est ça. À partir du moment où on établit le règlement avec les enfants, en fait, on a peur qu'ils disent, si on leur dit combien de temps les écrans et qu'ils disent, alors c'est sûr, hein, s'ils ont 15 ans, c'est plus pareil, hein, mais si on commence tout petit, à leur dire, OK, alors combien de temps? Moi, quand elles m'ont dit 1 heure, 1 heure, je me suis dit, génial, OK, ça me va. Et il y a beaucoup de règles à la maison qu'on a mis comme ça en disant, écoute, tu vois, moi, je fais ça, 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 ça. Je fais les courses, je fais le linge, etc. J'aimerais bien, voilà, une liste de choses que j'aimerais bien vous confier. Qu'est-ce que vous prenez dans la liste? Ça m'est jamais arrivé que mes filles ne me disent rien. Elles vont prendre des choses. Et à partir du moment où elles l'ont, c'est comme si elles le validaient. C'est vraiment génial. Voilà. Alors
Inès qui réagit. Alors, Inès, elle est adolescente, c'est ce qu'elle nous écrit. Et elle dit, mais oui, mais dans les écrans, c'est mon lien social. Il y a plein de choses qui sont positives et vous vous rendez pas compte d'une certaine manière, les écrans. Et moi, je comprends ce que dit la Inès, c'est-à-dire que peut-être que quand on vit dans une famille enfermante ou ou quand il y a pas beaucoup de joie et pas beaucoup d'espoir, eh ben c'est pas forcément la meilleure manière. Mais disons que ça sauve un peu et que ça permet de sortir d'un climat qui peut être enfermant. Alors oui, mais alors moi, j'ai pas dit que les écrans, c'était mauvais tout le temps. Encore une fois, de la mesure, il n'y a rien de bien et de pas bien, en fait. Ça n'existe pas. Dans le monde, tout est yin et yang. Oui, Ouais. ça peut être très intéressant. D'abord, ça rend énormément service quand même. C'est un outil ultra pratique. C'est vachement bien que ça existe. Maintenant, Inès, ok, les écrans, mais il faut savoir doser. C'est comme de tout. Manger des gâteaux, c'est bon, mais manger trop de gâteaux, c'est pas bon. Et même un aliment sain, manger des haricots verts, c'est bon, mais si on se gavait de haricots verts, on créerait des troubles. Voilà, on ne peut pas faire une chose en excès. Donc après, c'est de la mesure dans toute chose. Et puis, ce qu'il y a, c'est aussi, il faut quand même, aujourd'hui, je pense que les jeunes ont besoin, sont privés un petit peu parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont en lien. Grâce à ces réseaux, ça les aide effectivement à se trouver, à partager avec d'autres qui ont les mêmes opinions, etc. Mais finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux créer un lien? Et donc, plutôt que de passer une soirée sur ces écrans ou sur un jeu vidéo, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux inviter des amis? Moi, je sais que quand mes filles invitent des amis, les écrans restent en bas. Il n'y a pas d'écran. Et je les prends même aux invités, je le dis aux parents, hein. Bon, moi, je trouve que c'est dommage d'inviter les copains pour avoir des écrans. Alors, je l'autorise de temps en temps parce qu'on me dit, on veut faire une vidéo, on veut faire des photos. Combien de temps tu le gardes? Non, mais on en a pour 5 minutes. Ok, je te fais confiance, viens le reposer. Mais si je les laisse, les écrans, bah, les enfants sont chacun, c'est simple, hein, je les vois chacun dans leur coin, et puis c'est fini. Ou deux par deux, éventuellement, si on fait un TikTok à deux. Mais Hmm. plus ensemble. Et quand, depuis que je prends les écrans, ça fait du trampoline, ça joue dans le jardin, ça fait des choses qui trouvent autre chose à faire, parce qu'ils savent faire autrement. Mais c'est vrai qu'ils vont demander, est-ce qu'on peut regarder un film? Est-ce qu'on peut jouer sur la console? Voilà, oui, ils vont venir demander des écrans. Et d'ailleurs, Hmm. que ça, hein, si on regarde bien, on leur prend le téléphone, ils veulent la console, on enlève la console, ils veulent un film. Hmm. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants, mais on peut pas, tu peux pas me demander que des écrans, c'est pas possible. Hmm. Hmm. Je vais pas te dire oui. Alors, et quand la colère est trop forte, Noémie, quand, alors on a parlé des petites colères, je crois, de ne pas se mettre en colère, que la colère ne résout rien, l'énervement, l'agacement ne résout rien. Mais quand la relation se coupe de plus en plus, peut-être, entre un parent et son enfant, quand il y a de la colère de part et d'autre, euh, j'ai envie de vous poser une question et puis qui va ouvrir un peu la discussion sur ça. Elle vient d'où cette colère finalement? Alors, elle vient d'un besoin qui n'est pas comblé, en fait. C'est, on a comme des réservoirs. Par exemple, quand on a faim, c'est un besoin, la faim, et la satiété indique que le besoin est comblé. Et la faim, ça peut créer de la colère. Ça peut finir par agacer, énerver. On peut être très agité. On le voit chez les enfants, par exemple, hein. Quand ils ont faim, ils hurlent parce que ça fait mal. Bon, quand on grandit, on est plus modéré, mais voilà. Alors, il y a des besoins comme ça vitaux, et puis il y a des besoins psychologiques. On a besoin d'écoute, de temps pour soi, on a besoin de respect, on a besoin d'amour, on a besoin de s'affirmer, on a besoin d'appartenir à un groupe. Voilà, il y a plein de besoins. Et quand l'un d'eux est bafoué, et ben, ça vient toucher quelque chose. En fait, ce qui nous énerve, c'est pas tellement que notre enfant passe son temps sur les écrans, c'est tout ce que ça implique pour nous, le fait qu'il passe son temps sur les écrans. D'abord, on a peur, souvent, parce qu'on se dit, ah ben voilà, il se coupe de nous, on a peur de le perdre, on a peur qu'il, justement, que son cerveau soit sursollicité et voilà, qu'il ne travaille pas à l'école parce qu'il passe trop de temps sur les écrans, qu'il fasse de mauvaises rencontres ou de mauvaises images, etc., etc. Donc il y a une peur. Et en fait, cette peur, elle cache un besoin qui est en nous. Et au lieu de dire à son enfant, je suis terrifiée à l'idée que tu regardes, voilà, tu passes du temps sur tes écrans parce que voilà ce que je me dis, ou parce que ben, je trouve que tu t'isoles de moi, je te vois plus, on se parle plus.
c'est devenu dur. Tu passes ton temps sur tes écrans et on fait plus rien ensemble. Tu veux plus sortir, tu veux plus venir avec moi à tel endroit. Et ça me fait souffrir parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin qu'on partage, etc. Et en fait, au lieu de dire ça, parce que comme on ne sait pas que le besoin est là, ben on explose. Hmm. Bien prendre la place de ça parce que ça nous fait mal. Derrière, il y a une douleur, une souffrance, ça appuie sur quelque chose de douloureux. Donc voilà la base de la colère, pourquoi elle se déclenche. En fait, Est-ce que finalement, on pourrait dire que parfois les écrans, c'est un prétexte dans une relation conflictuelle, c'est un symptôme finalement du conflit, de la colère, mais que le conflit, il se joue ailleurs. C'est-à-dire que le conflit entre le parent et l'enfant, c'est pas juste l'écran. L'écran, c'est en quelque sorte la façade. Mais derrière, il y a un autre conflit qui est sous-jacent. et oui, et d'ailleurs, il n'y a pas que l'écran, il y a les devoirs aussi. Oui. Il y a les tâches ménagères qui sont pas faites tout le temps. Il y a la façon de s'habiller. Il y a le linge ou la chambre qui est jamais rangée. Oui, tout va être prétexte à parce qu'en fait, on ne sait pas analyser ce qui se joue en nous et donc on réagit en fait. Hein. Hmm. Ça, Et est-ce qu'une parentalité responsable, c'est aussi des parents qui travaillent sur leur propre colère, oui, finalement? ah oui, c'est prendre la responsabilité de sa colère. Plutôt parce que souvent, quand on ressent une émotion forte, on pense que c'est l'autre qui nous met en colère. Alors là, ceux qui m'écoutent vont dire, ah ben oui, mais c'est bien lui qui me met en colère. Et en réalité, non. C'est nous qui ressentons de la colère par rapport à ce que nous voyons. Mais on pourrait ressentir autre chose. On pourrait s'en fiche. On pourrait rigoler, on pourrait le dire autrement, on pourrait avoir une autre réaction. Si on a la colère, c'est parce que c'est la réponse que nous, on a envie d'utiliser. Mais il y en a plein d'autres des réponses. Et c'est pas l'autre qui nous met en colère, c'est moi qui ressens de la colère par rapport à ça. Voilà, te voir passer 2 heures, 3 heures, 4 heures sur tes écrans tout le temps, ça me met en colère, mais c'est pas de ta faute, c'est pas parce que tu es sur les écrans, c'est parce que ça réveille en moi un truc qui dit c'est pas possible, il sort jamais, c'est insupportable, qu'est-ce qui va devenir s'il passe sur ces écrans? Voilà, c'est ce que je me dis, ce que je traduis de ça qui me met en colère. Hmm. Merci infiniment, Noémie de Saint-Cernin. Je crois qu'on a pu balayer pas mal de problématiques. On a pu répondre aussi à quelques questions. Merci à tous pour votre présence discrète, mais néanmoins présente. Et puis peut-être rappeler votre dernier livre justement sur la colère. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, les clés de la colère, manuel de survie pour parents au bord de la crise de nerfs. Et puis, je crois qu'on retrouve tous vos coachings sur votre site internet. C'est bien ça? C'est bien ça. Site internet qui porte mon nom, www.noémie-de-saint-cernin.com. Super. Bah, en tout cas, on était ravis de vous recevoir ici à l'association Caméléon. Je voulais juste faire une petite annonce, une petite exception finalement au temps d'écran autorisé le week-end. Le dimanche 27 décembre, Caméléon participe à un jeu télévisé, le jeu qui s'appelle Boyarland sur France TV. L'objectif, c'est un objectif caritatif, c'est de pouvoir récolter un maximum d'argent pour notre association. Et donc, bah, n'hésitez pas à regarder, à y participer. C'est un moment fort pour nous et qui nous permettra, j'espère, de pouvoir envoyer de l'argent aux Philippines. Génial. En tout cas, moi, je Voilà. suis ravie de partager ce moment sur cette page Instagram pour l'association Caméléon. Merci toutes les personnes là qui nous ont envoyé des cœurs et tellement d'amour. On en a bien besoin cette année, surtout plus que d'habitude, on a toujours besoin. Voilà, j'espère avoir répondu un maximum aux questions que vous vous posiez. Voilà, si jamais vous voulez aller plus loin, ma chaîne YouTube a 300 vidéos, donc vous trouvez des réponses à plein de choses. Et puis, bah, belle fête à tous. Et puis, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de live, vous retrouverez ce live en replay, hein. Voilà, c'est important, je crois, de le préciser aussi. À très bientôt. À très Au bientôt. revoir, Noémie. Merci beaucoup. Au revoir.